Une session sur l'économie. Vous savez que notre système de santé français est en déficit constant et que maintenant, dans tous les congrès, il est question d'économie de la santé, d'efficience et de la pérennité de notre système de santé d'un point de vue économique. Donc, merci à Florian et à ce congrès de donner la place à des questions économiques. Donc je donne tout de suite la parole à M. Zambrowski, qui est professeur à Paris 5 et médecine interniste à Bichat, pour nous traiter de cancer et intelligence économique. Donc M. Zambrowski, on m'a dit de vous redire que vous aviez 20 minutes. Voilà, je suis modérateur, donc c'est mon rôle de tenir le temps. Merci beaucoup de cette présentation. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors merci, c'est vrai, aux organisateurs. Merci aux ceux qui ont constaté qu'à l'ASCO, déjà là, il y a pas cette année, mais l'année précédente, il y avait eu la première journée consacrée à value, la valeur, qu'est-ce qu'on apporte dans le traitement du cancer et contre quoi. Et cette année, ça ne suffisait pas, ils ont fait un pré-ASCO de 2 jours, les 2 jours avant l'ASCO, uniquement sur ces thématiques. Alors quand on m'a proposé ce sujet, j'ai d'abord pensé que c'était un titre paradoxal. Qu'est-ce qu'on appelle intelligence économique? La définition qu'on apprend dans les écoles de stratégie, de sciences politiques, etc., ou de contre-espionnage, c'est que c'est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utiles aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter des actions d'influence et de notoriété, ainsi que celles à la protection de l'information. Alors ça, c'est la définition de l'intelligence économique. Mais je me suis dit que j'allais partir de là, parce que quand on regarde bien les choses, activité coordonnée, il a fallu attendre octobre 2003 pour que soit mise en place dans notre beau pays une commission d'évaluation économique au sein de la Haute Autorité de Santé, comme si avant, nous, médecins, nous, pharmaciens, nous, soignants, on pouvait dire « c'est pas mon problème, il faut que l'intendance suive, j'ai pas à m'impliquer là-dedans ». Il n'y a que depuis, finalement, c'est pas octobre 2003, c'est octobre 2013, pardon, c'est qu'il y a depuis 2 ans seulement qu'il y a une commission d'évaluation économique et de santé publique au sein de la Haute Autorité de Santé. Collecte. Le problème de la collecte, c'est qu'on ne peut pas faire d'information sans données. Or, il se trouve que les investigateurs français, et vous l'êtes tous à des degrés divers à certains moments de votre activité professionnelle comme moi, les investigateurs français peinent à inclure un volet économique dans les études cliniques. Alors évidemment, dans les études phase 3, ça n'a pas de sens puisque c'est des malades particuliers, soignés selon des protocoles de surveillance particuliers. Mais dès qu'on est dans la vie réelle, donc des études post-commercialisation, ce serait essentiel et on ne le fait pas. Diffusion de l'information. Il se trouve qu'il y a plein d'informations. L'assurance maladie, les agences régionales de santé collectent évidemment au travers de ce que remontent les DIM, les établissements, des tonnes de données, mais on commence tout juste à rendre publique une partie des données que aussi bien l'assurance maladie que les ARS recueillent et traitent en permanence dans notre dos pour nous imposer des décisions qu'ils prennent de leur seul point de vue. Utile. Information utile. Faute d'informations fiables, globales et précises, la décision de ceux qui nous gouvernent se fonde sur des certitudes idéologiques ou des points de vue catégoriels. Ça n'est ni l'intérêt des patients, ni l'intérêt des soignants. Et encore, il faudrait le voir dans l'ordre inverse. Et puis, acteurs économiques, il se trouve que les malades, leurs familles, les professionnels de santé que nous sommes, nos établissements, publics ou privés, sont évidemment des acteurs économiques, mais la tutelle aussi est un acteur économique. Et il se trouve que, faute d'avoir l'information utile, soigneusement analysée, on prend encore une fois des décisions inappropriées. Et le pilotage de la santé dans ces conditions n'est rien d'autre que du pilotage sans visibilité. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de conduire quand le brouillard est opaque et que vos phares n'éclairent pas au-delà de votre pare-choc. Donc on est dans une sous-intelligence économique, on est dans une cécité économique absolue. Et comme la définition du dictionnaire complète en parlant d'action d'influence, de notoriété et de protection, on va ajouter que les professionnels de santé, c'est nous, et les associations de patients, une partie d'entre nous, doivent être en mesure de porter le débat devant l'opinion publique, mais pas sur des points de vue idéologiques non plus, ou dogmatiques, mais sur la base de faits et de chiffres probants. Et puis les choix des politiques, par exemple,
lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale qui est en train de se faire pour 2016, ou de la loi santé qui est en train, là aussi, d'être discutée, devrait être fondée sur des informations justes pour que les arbitrages soient rendus en véritable connaissance de cause. Il y a une evidence-based médecine sur des faits cliniques, il y a une evidence-based thérapie ou médecine sur la base aussi de la consommation de ressources, pas seulement financières d'ailleurs. Et puis il y a un point important sur la protection de l'information. Il va de soi que la donnée individuelle n'a pas d'intérêt pour ceux qui prennent les décisions et que comme pour toute activité en santé, la confidentialité des données individuelles doit absolument être préservée et garantie. Alors les enjeux économiques du cancer, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En 1975, c'est-à-dire il y a 40 ans, une auteure canadienne, dans un bouquin remarquable qui s'appelle « Maîtrise de la mort », disait « Les techniques médicales deviennent de plus en plus coûteuses au fur et à mesure qu'elles se perfectionnent. Plus le droit de l'individu à la vie et à la santé coûtera cher, plus il se heurtera à des impératifs économiques de la part de la collectivité, dont les ressources ne sont pas inépuisables, et qui devra choisir entre diverses options et établir des priorités. » On peut aussi résumer le dilemme en 2 phrases. Le coût de l'innovation, c'est le prix du progrès. En oncologie, c'est particulièrement vrai. Et puis des onco-urologues qui complètent en disant, dans JCO en 2011, dans un contexte de ressources limitées, les soins dont les coûts sont les plus élevés doivent être évalués et confrontés aux exigences de la réalité économique. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent le cancer, ça coûte cher, ça coûte trop cher, puisque ces gens-là vont mourir de toute façon. Et en fait, il faut rappeler que bien au-delà de toutes les sommes engagées ou perdues, le cancer, c'est 150 000 vies par an. Vous savez que c'est 30% des décès en France, c'est-à-dire que sur environ 550 000 décès par an, 30% sont dus à une tumeur ou à une hémopathie maligne. Et je vous demande d'avoir à l'esprit ce taux de 30% des décès liés au cancer. Les dépenses de santé en France, c'est un peu plus de 250 milliards par an. Notre pays produit 2000 milliards par an de richesse chaque année, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Un peu plus de 250 sont consacrés à la santé. Et pour ce qui concerne spécifiquement à l'intérieur de la santé, les soins et biens médicaux, donc ce qu'on achète chez un professionnel de santé, médecin, pharmacien, hôpital, etc., c'est 190 milliards d'euros, dont voici la répartition sur les chiffres de l'année dernière, avec des paradoxes étonnants, comme par exemple le fait que la biologie, c'est moins que les transports en ambulance. Quand on sait tout ce que biologie, histologie, etc. représentent dans la décision de prise en charge, c'est pour le moins confondant. On dit aussi, autre légende urbaine, que c'est le médicament qui plombe la dépense. C'est totalement faux, puisque vous voyez que la contribution à la croissance de la consommation de soins et biens médicaux s'agissant du médicament, c'est ce qui est en vert, est négative depuis 2007. Et donc, ce n'est pas l'augmentation de la dépense pharmaceutique qui est responsable de l'augmentation inexorable, inévitable dans tous les pays développés. C'est lié à l'allongement de la durée de vie, au progrès, mais en même temps, on prend tellement de mesures vis-à-vis de la prescription et du prix des médicaments que finalement, le médicament s'inscrit négativement dans la croissance des dépenses de santé. Enfin, il faut savoir qu'on est dans un pays magnifique puisque la sécurité sociale prend en charge plus des 3/4 des dépenses de la consommation de soins et biens médicaux, 3/4 qui s'expliquent par le fait que les patients bénéficient de l'exonération du ticket modérateur par le biais de la mise sous le statut d'ALD. Vous savez que sur 66 millions de Français, un peu plus de 7 millions, 12% de la population, sont en ALD et que ces 7 millions consomment à eux seuls, et c'est normal, plus de 60% de la dépense totale, ce qui amène à une prise en charge globale de un peu plus de 75% des dépenses totales de soins et biens médicaux. S'agissant du cancer, il y a un point extrêmement important. On se focalise sur le coût des soins. Alors, l'étude qui a été faite sur les chiffres de 2009, mais parue dans Lancet Oncologie seulement en 2013, à partir des données de la sécurité sociale des différents pays de l'OCDE, montre qu'effectivement, les soins ont représenté cette année-là un peu plus de 7 milliards d'euros. Mais vous voyez que la perte de productivité liée à la mortalité et à la morbidité, c'est-à-dire le fait qu'un sujet soit ne peut plus travailler, soit travaille à temps partiel, soit être purement et simplement décédé, sont plus élevés, c'est 7 milliards 300 000 euros. Encore, on ne tient pas compte du fait qu'un individu qui est grabataire, et tous ceux qui s'occupent de soins de support, notamment pour des patients qui sont
plus ou moins ambulatoires, plus ou moins traités à domicile, le savent. Quand un patient va du lit au fauteuil et du fauteuil au lit, non seulement lui ne produit pas de richesse, ça va de soi, mais il n'en fait pas produire. Parce qu'il ne consomme pas de transport, il ne consomme pas de spectacle, il ne va pas au restaurant, il ne s'habille pas, il ne se coiffe pas. Et donc, il ne fabrique pas de richesse. Il est malheureusement dans l'incapacité de le faire. Autrement dit, restaurer de la qualité de vie, indépendamment d'autre chose, c'est restaurer également une contribution économique. Et puis enfin, ces auteurs de ce travail que je vous engage à lire tout à fait, parlent des soins informels, c'est les soins fournis par les aidants naturels, la famille, l'entourage. Ça n'est pas vrai que pour l'oncopédiatrie. Et vous voyez que ça représente 2,5 milliards. Et encore, le chiffrage est là aussi probablement sous-évaluateur. Alors quand on regarde la comparaison par rapport à nos voisins, on voit que la France se situe à un niveau tel que c'est comme si, sur cette année 2009, chaque individu, chaque habitant du pays avait dépensé 110 €, c'est-à-dire 30 centimes par jour, pour que les gens qui ont un cancer soient soignés, soit sous forme de soins primaires, de soins externes, de recours à l'urgence, de soins d'hospitalisation ou de médicaments. Et vous voyez une comparaison à droite en plus gros sur le Royaume-Uni et l'Allemagne, et vous voyez que la différence, c'est qu'en Allemagne, l'hospitalisation est beaucoup plus onéreuse que chez nous. Leur mode de prise en charge fait moins appel à l'ambulatoire, on garde les gens longtemps, on les opère beaucoup, on a peu recours aux traitements qui peuvent se prendre ou s'administrer à domicile. Si les résultats cliniques étaient meilleurs en termes de mortalité, morbidité, survie sans progression, on pourrait dire leur système doit être préféré au nôtre. Vous savez que c'est loin d'être le cas. Les résultats allemands sont tout juste égaux aux nôtres et plutôt légèrement inférieurs. Je ne parle pas des Anglais qui ne sont pas soignés. Le cancer en France, l'ALD cancer, c'est 2,5 millions de patients. Ce qui est tout à fait important, avec cette contribution de 350 000 nouveaux cas et quelques chaque année qui a été évoquée juste avant la pause. Vous voyez que c'est à peu près la même dépense que les pathologies cardiovasculaires, sans compter le traitement du risque vasculaire qui est en dessous. Mais vous voyez que les traitements psychiatriques ou traitements par psychotropes, quand on a déremboursé les vitamines, les gens ont remplacé ça par des anxiolytiques, qui représentent, eux, non pas 14,5 milliards, mais 22 milliards et quelques, ce qui est complètement délirant. Les traitements du cancer se répartissent pour l'assurance maladie entre des soins de ville, des hospitalisations et des prestations, c'est-à-dire des arrêts de travail. Il faut donc retenir que le cancer, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était 30% des décès, eh bien c'est 10% des dépenses de l'assurance maladie. Autrement dit, culpabiliser, stigmatiser les oncologues et l'ensemble des services ou des institutions qui fournissent des soins aux patients atteints d'un cancer est simplement une caricature. C'est un mensonge. 10% des dépenses, 30% des décès. Naturellement, l'essentiel de la dépense est lié à la phase active, mais quand on regarde les chiffres fournis par l'assurance maladie elle-même, publiés en juillet 2013, vous voyez que le cancer en phase active, c'est une dépense moyenne en euros de 10 730 € par an pour, comme vous le voyez, 923 000 et quelques patients, ce qui représente 894 € en moyenne par mois. Je vous rappelle qu'en 2012, année de l'enquête, le SMIC valait 1 425 €. Ça veut dire que la prise en charge d'un patient atteint d'un cancer coûte à l'assurance maladie moins des 2/3 d'un SMIC par mois. Qui osera dire que c'est cher? Et pourtant, on nous le dit tous les jours. Alors naturellement, je passe sur le fait que dire un cancer ou le cancer, ça n'a aucun sens. Chaque type de cancer a un profil de coût différent. Il y a des cancers qui sont chimiothérapeutiquement sensibles, d'autres, c'est la chirurgie qui va avoir la préférence, ou la radiothérapie, ou des séquences. Bref, en fonction de ce qu'on va faire, au mieux des intérêts du patient, du moins on va l'espérer dans tous les cas, le profil de dépense est forcément différent. Tout ceci est largement étudié. L'INCa, qui avait un économiste quand son contrat est venu à terme, n'a pas jugé opportun de le remplacer, mais sort quand même des chiffres en volume économique, que vous voyez là, peu importe le détail, sur ce qui est lié véritablement à la prise en charge du cancer, ou ce qui est, chez les mêmes patients, lié à la prise en charge d'autres soins ou traitements, mais la relation entre les deux serait bien difficile à faire.
le topo sur la dénutrition qu'on vient d'entendre n'en est qu'un exemple, mais il y en a plein d'autres comme cela, vous le savez. Alors l'évaluation économique, je l'ai dit, de nos pratiques, de nos médicaments, de nos dispositifs, n'existe chez nous que depuis à peine 2 ans, avec une évaluation économique. Et s'agissant des médicaments, cette évaluation n'est faite que pour les produits reconnus valoir une note d'amélioration du service médical rendu, 1, 2 ou 3, c'est-à-dire tout à fait importante. Vous savez qu'il y en a très peu. C'est-à-dire les produits qui ont vocation éventuellement à être inscrits sur la liste en sus. Les autres échappent à cette évaluation. Il faudrait que nous soyons tous extrêmement familiers avec 2 indicateurs clés qu'on trouve dans toutes les évaluations aujourd'hui qui sont faites dans le reste du monde et qui chez nous peinent à apparaître. Le premier, c'est les QALY. Or, c'est extraordinairement compliqué. QALY veut dire Quality Adjusted Life Years, année de vie gagnée, pondérée par la qualité de vie. Il ne faut pas dire QALY parce qu'il n'y a pas de U, mais c'est Quality Adjusted Life Years quand on détaille. Et vous voyez que c'est très simple. Si un traitement gagne 1 an de vie avec une qualité de vie scorée 0,8, 0 c'est l'enfer, 1 ce serait le paradis, bon, on a gagné 1 multiplié par 0,8 égale 0,8 QALY. Si on n'a gagné que 6 mois, 0,5 années, mais avec cette même qualité de vie exemplaire, on a gagné 0,40 QALY. Et si on a gagné les mêmes 6 mois, mais avec une qualité de vie scorée seulement 0,5, coup-ci, coup-ça, on a gagné 0,5 multiplié par 0,5 égale 0,25 QALY. Le deuxième indicateur est encore plus compliqué dans sa formule mathématique, puisque c'est la différence des coûts entre la nouvelle méthode et l'ancienne, divisée par la différence des efficacités, efficacité exprimée en gain en année de vie, ou plutôt en QALY. Vous voyez que c'est extraordinairement simple. Et ce rapport incrémental coût-efficacité, c'est un excellent critère de décision pour les analyses coût-efficacité, coût-utilité. En fait, il y a des modèles simples. Quand quelque chose coûte plus cher et fait moins d'effets, ben on l'oublie. Quand quelque chose coûte moins cher et fait plus d'effets, bien sûr, on le prend. Quand quelque chose coûte plus cher et fait plus d'effets, ben on se dit, est-ce que la différence d'effets vaut la différence de ressources que je vais mobiliser pour me le procurer? Et quand quelque chose coûte moins cher mais fait moins d'effets, on se dit, est-ce que dans certains cas, je ne peux pas me contenter d'un peu moins d'effets si je fais vraiment une meilleure utilisation de la ressource? Attention, jamais au détriment de l'intérêt du patient. Mais est-ce que pour ce patient, compte tenu de son profil, de ses comorbidités, de tout un tas de facteurs qui lui sont personnels, je n'ai pas un effet tout à fait satisfaisant, autant satisfaisant, en engageant moins de ressources? En fait, dans la plupart des pays du monde, sauf chez les Anglais, on admet que l'indicateur de référence, c'est la valeur de 1 PIB par habitant. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, 2000 milliards d'euros, divisé par 66 millions que nous sommes, ça fait grosso modo 30 000 euros, pour gagner 1 QALY. Si on a un médicament qui coûte moins de 30 000 euros pour gagner 1 QALY, c'est une pépite, on le prend tout de suite. Si on est entre 30 000 euros pour gagner 1 QALY jusqu'à 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ça, on discute, on tergiverse un peu, mais on prend. Et puis si c'est au-delà, plus de 150 000 euros pour un QALY, ben on fait comme on a fait à Sovaldi, on discute tellement qu'on amène le fournisseur de ce produit ou de ce service à baisser, parce qu'on dit, si la collectivité engage autant de ressources pour un patient, eh bien, ce sera au détriment, puisque l'enveloppe n'est pas extensible, d'autres patients qui, pendant ce temps-là, ne seront pas traités. Alors, quels sont les coûts qu'il faut considérer? Tout. Le coût des soins médicaux, pas seulement l'acquisition des médicaments, bien sûr, mais toute la ressource médicale consommée, le nombre et la durée des hospitalisations, les consultations, le temps des médecins et des autres personnels de santé, les examens de laboratoire, les explorations, l'imagerie, le coût du traitement des effets secondaires, que ce soit un traitement préventif ou curatif. Quand on a un traitement du cancer, ben la corticothérapie, les analgésiques, les antiémétiques, tout ça doit être ajouté au coût du traitement, ça va de soi. Les coûts directs, je sais que je suis à 18 minutes, t'inquiète pas, ça avance. Il m'a donné un rap de 2 minutes, il est gentil. Les coûts non médicaux, c'est le transport du patient, les aides à domicile, les soins fournis par des bénévoles, les coûts liés à la perte de productivité. En fait, il faudrait remonter jusqu'à tout et ne considérer que le coût d'achat, c'est être myope sur les coûts. Il y a donc toutes sortes de méthodes aujourd'hui d'évaluation des coûts, et je vous engage, je vous supplie, d'inclure ces paramètres dans les études, dans les évaluations de votre propre activité ou celles auxquelles vous pourrez concourir, aussi bien sur le court terme, l'épisode en cours, que sur le long terme, le prix de revient du patient dans la durée de sa pathologie. Sinon, vous n'obtiendrez pas les moyens
que vous réclamez à juste titre au bénéfice de vos patients. Je passe sur les différents types d'études pour dire que les plus intéressants sont ceux qui intègrent la qualité de vie. Alors, je vais terminer par les soins de support dans les 4 minutes qui me restent. C'est suffisant. Il y a toutes sortes d'études aujourd'hui, mais ailleurs qu'en France. Voilà, par exemple, une jeune femme de 31 ans, myélome multiple et accès douloureux paroxystique. Et on montre comment le fait qu'elle ait des soins de support va réduire les épisodes, va améliorer beaucoup moins, va améliorer son état de manière telle qu'elle va consommer moins d'hôpital, moins de médicaments, qu'elle va être exposée à moins de complications, etc., etc. De sorte qu'il y aura une économie sur un ensemble de dépenses et que cette économie, elle est très largement supérieure au prix des soins de support. Dans tous les cas, il n'y a pas d'exemple inverse. Nous n'avons pas d'exemple avec des chiffres français. Je vais rapidement sur ces chiffres américains, car ils sont dans un autre contexte. Isabelle Borget, qui est ici avec la responsabilité de modérer, a publié un papier qui n'est pas français, mais sur une étude rétrospective sur des patients traités par chimiothérapie aux États-Unis avec des événements thromboemboliques. On montre que les patients qui ont un épisode thromboembolique, donc qui ne sont pas bien pris en charge au plan du support, ont 3 fois plus d'hospitalisation. Et que les dépenses, quand il n'y en a pas, sont 44% moins élevées. Ai-je besoin de faire un commentaire? Idem sur la récidive des événements thromboemboliques. On sait que quand on l'évite, on économise considérablement de l'argent. Donc, quelle que soit la nature, sur quoi que portent les soins de support, partout dans le monde, sauf chez nous, on fait la preuve qu'on est bénéfique pour le patient cliniquement, pour lui, son entourage, la société, au plan médical, mais qu'on est bénéficiaire économiquement. Le coût des soins de support, quel qu'il soit, n'atteint jamais le coût sans les soins de support, le coût des complications, etc. Idem pour la neutropénie fébrile, par exemple, où on montre que le rapport incrémental que j'évoquais tout à l'heure, il est de 13 112 $, c'est-à-dire très en deçà des seuils que j'évoquais tout à l'heure pour dire que ce serait onéreux. Vous voyez qu'on a plus d'effets et qu'on est parfaitement sur une ligne de vraisemblance où on adopte sans hésitation ces traitements. Alors finalement, ceci crée une évidence. Quand on compare le bénéfice et le coût, l'équation que je montrais tout à l'heure, on montre que si, en appliquant les mesures qui conduisent à un bénéfice clinique, on regarde ce qu'il en est des dépenses engagées, on voit qu'on a moins d'hospitalisations, donc elles sont plus courtes et moins nombreuses, des consultations moins nombreuses pour les patients ambulatoires, des coûts de séjour moins longs et donc moins élevés, et un coût moindre des effets secondaires et des complications. C'est du gagnant-gagnant, il n'y a pas tellement d'exemples en médecine. Donc il faut promouvoir des études qui mettent en parallèle le bénéfice médical des supports pour les patients en termes de survie, de complications, de récidives, de qualité de vie, aux ressources engagées, qu'elles soient humaines, votre temps et celui de vos équipes, matérielles, vos équipements, financières. Il faut évaluer tout ce que vous pouvez fournir, la prise en charge psychologique, les groupes de parole, l'activité physique et sportive, les méthodes de soins non conventionnelles, le soutien esthétique, la prise en charge nutritionnelle. Bref, c'est à vous de jouer. Si les soignants eux-mêmes ne le font pas, personne ne le fera à leur place. C'est notre affaire. Notre direction ne le fera jamais et elle attendra pour nous donner les moyens dont nous avons besoin pour nos patients, que nous apportions la preuve non seulement du bien fondé clinique, mais aussi aujourd'hui de la faisabilité économique des mesures que nous proposons. Je termine en 20 secondes. Le choix des prises en charge des patients ne peuvent être fondés que sur des critères, ni sur des critères comptables, ni sur des critères administratifs. C'est clair qu'ils doivent reposer sur des critères à la fois cliniques et éthiques. Les soignants que nous sommes doivent s'impliquer dans l'économie de la santé, pas pour dépenser moins, mais pour dépenser mieux et juste. L'évidence-based médecine ne peut pas méconnaître la réalité économique. C'est extraordinaire de synchronisation. Il faut inclure un volet économique dans les études en vie réelle. Il faut montrer le bien fondé des soins de support, non seulement pour le patient et son entourage, mais aussi pour la collectivité en termes économiques, puisque c'est là-dessus qu'elle se base. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Zambrowski. Alors, je vais peut-être ouvrir la discussion. En tant qu'économiste de la santé, je ne peux que vous être d'accord avec vous sur le fait que les évaluations médico-économiques sont arrivées tardivement en France, en tout cas pour l'accès
la fixation du prix pour les médicaments, même si à l'hôpital, elles existent quand même depuis un peu plus longtemps. Preuve en est que nous travaillons l'un et l'autre depuis quelques années dans des hôpitaux à faire des évaluations médico-économiques. Si on parle des évaluations médico-économiques en lien avec les soins de support, de votre point de vue, quels sont actuellement les freins qui font qu'on ne fait pas d'évaluation médico-économique dans le contexte français sur les soins de support? Si on en faisait, on le ferait pour qui? Parce que comme vous le dites, il n'y a plus d'économistes à l'INCa, donc ça intéresserait qui? Et puis vous avez un panel de professionnels devant vous. Qu'est-ce que vous feriez comment les convaincre pour mettre des évaluations médico-économiques dans les évaluations Alors, merci de la question. La première chose, c'est que je répondrai à l'aimable invitation qu'ils ont eu la bonté de faire à vous comme à moi de venir en parler. La deuxième chose, c'est que j'ai lu avec intérêt dans le premier numéro somptueux de la revue dont Florian Scottet a pris la responsabilité, une étude qui dit, sur les 2 premières années de l'unité spécialisée de l'HEGP, on note une baisse de la douleur de 31%, de la malnutrition de 11%, des infections de 10%, des soins palliatifs de 10%. Alors, ce n'était pas le projet de départ, il a expliqué le pourquoi du comment, mais sur ces patients suivis entre 2011 et début 2011 et fin 2012, ce n'est pas au Moyen-Âge, il n'avait pas eu à l'époque l'idée d'inclure une évaluation économique. Donc, quand il va aller demander de créer un 2e poste de nutritionniste pour aider M. Euzet dans sa tâche, on va lui dire, mais prouvez que ça sert à quelque chose, pas seulement cliniquement, mais que c'est rentable, puisqu'aujourd'hui, on nous demande de faire de la rentabilité, on a inversé la logique, maintenant, on a des dépenses d'après nos recettes. Donc montrer que l'hôpital s'y retrouve. Eh bien, il faut que dans la prochaine étude, cette unité remarquable, qui obtient de tels résultats au plan clinique, au bénéfice des patients, inclut une préoccupation économique que quelqu'un qui doit faire un mémoire, qui doit faire une thèse, non seulement publie sur le bénéfice clinique, qui est une évidence qui s'impose progressivement dans notre pays, mais aussi sur les considérations économiques qui s'y rattachent. Il n'y a pas tellement d'exemples, et vous le savez comme moi, de gagnant-gagnant. Ça, c'est du gagnant-gagnant absolu. Le patient y gagne sans contestation, la collectivité y gagne chaque fois qu'on a essayé de le démontrer. Il n'y a pas d'exemple où on ne l'ait pas montré. Mais on ne l'a jamais fait chez nous comme il faut. Donc l'appel, il est lancé, à vous de jouer. Et pour en revenir à votre première partie sur l'intelligence économique, vous soulignez la difficulté à la collecte des données économiques, je vous rejoins complètement, et la difficulté à la diffusion de l'information. Est-ce que vous croyez que le projet de Marisol Touraine va aller dans le sens de l'ouverture des données économiques et que enfin nous allons pouvoir un petit peu plus avoir accès à ces données qui en effet existent, mais malheureusement sont très secrètes? Alors pour l'instant, ce qui est dans le texte est très en deçà de ce qui serait nécessaire. C'est mieux que rien. Ça montre le début du commencement de l'amorce d'une intention. Je ne crois à rien de ce qui est dans cette loi. Pas grand-chose. Non, c'est de la poudre aux yeux. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir quelques données qui viennent de l'assurance maladie, qui devraient comprendre que c'est de son intérêt de libérer la donnée anonymisée comme il faut, amalgamée comme il faut, etc. Il y a des gens de qualité, ils font des études pour leur propre goût. On a une assurance maladie, on n'a pas une assurance santé. Il n'y a pas de prospective, il n'y a pas de bien fondé de la prévention, on n'en sait rien. On pilote à l'aveugle. Ce serait de l'intérêt et de la haute autorité, j'en parle avec Jean-Luc Arousseau hier matin, il y avait un colloque où on abordait ce sujet entre autres, il en convient, mais il n'a pas pour l'instant la possibilité de libérer les données que lui arrive à se faire communiquer. C'est ridicule. Vous dites que vous collectez des données, je le sais, nous en collectons aussi, elles sont faibles à notre échelle, et puis il faut aussi dire une chose, les études de médico ou de pharmacoéconomie sont en général publiées dans d'excellents journaux de médico et de pharmacoéconomie, Value in Health, enfin quelques trucs comme ça, des congrès comme l'ISPOR ou HTAI. Mais dans les congrès d'oncologie, il a fallu attendre l'année dernière pour que les congrès comme l'ASCO décident que cette question, liée à l'envolée des coûts, devenait problématique pour assurer les soins qu'il fallait, avec peut-être des arrière-pensées d'ailleurs X ou Y. Mais à tout le moins, c'était banni des estrades scientifiques. Que ça nous fasse plaisir ou non,
il faut y répondre, il faut la donner, et il faut qu'on la collecte, et il faut insister pour que les pouvoirs publics, il faudrait qu'un amendement dans la loi étende, mais si personne ne porte l'amendement, si c'est le collège des économistes de la santé, on n'ira pas très loin. Dernière question, avant de passer la parole à la salle. Avec l'arrivée des molécules d'immuno-oncologie qui vont être un tsunami en termes à la fois d'efficacité, mais très clairement d'un point de vue économique aussi, puisqu'on sort de la médecine personnalisée pour retourner à une médecine à large échelle, étant donné le nombre d'indications que ces molécules vont avoir. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de ces molécules va justement favoriser l'accès aux données et la prise en compte des données économiques Je vais répondre en anglais, I wish it would. Ça veut dire j'espère que ça sera le cas. En fait, la nécessité, comme vous le laissez entendre dans la question, risque de provoquer là aussi un tsunami intellectuel, c'est-à-dire l'impérieuse nécessité. Mais le jour où soit les associations de patients, pas les industriels bien sûr, mais les soignants alliés aux patients, se paieront, comme on l'a vu dans certains cas, une page dans le Figaro et dans Le Monde pour dire il faut que soit réglé le problème de manière convenable et pas par une négociation à couteau tiré dans des coins de couloir nocturnes, comme on l'a fait pour le traitement de l'hépatite. Ce jour-là, il se passera quelque chose. Mais encore une fois, c'est notre problème à nous de médecins, pharmaciens, qui avons les patients en face de nous, de soignants au sens large. C'est aussi le problème des associations de patients qui n'ont peut-être pas encore pris la mesure parce que par des mesures cosmétiques plus ou moins habiles et de la poudre aux yeux, on masque la réalité du problème qui est, comme vous le dites très justement, imminent si pas déjà arrivé. Ok, je propose de donner la parole à la salle. Avez-vous des questions ? No one. I'll be controversial. Je vais prêter à polémique. We have made a big mistake. Nous, on a commis une énorme erreur dans la médecine. C'est probablement pire aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est quand même le même problème. Lorsque les choses sont rentables, lorsqu'il est rentable d'augmenter la vie de façon incrémentale. On n'a pas forcément suivi cela avant les nouvelles molécules. Donc, on n'a jamais suivi ce côté rentabilité pour des médicaments qui sont effectivement rentables. On n'a pas suivi cette dimension-là. S'agissant des soins de soutien, on n'a pas forcément besoin de rentabilité, c'est-à-dire le nombre d'avis gagnés, le nombre d'années de vie gagnées. Il y a un rapport bénéfice-coût, mais pas forcément une rentabilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a suivi. S'agissant du gain de vie, chaque fois que c'est mesurable. Donc, pourquoi s'attendre à ce que ce soit suivi désormais, puisqu'on ne l'a jamais fait? Ce sera là mon commentaire. À mon avis, nous n'avons pas réussi à nous pencher sur ces données économiques pour des raisons évidentes. Il y a des gens qui ont des intérêts bien compris. Et le coût des médicaments doit être maintenu de façon aussi élevée aussi possible dans un marché régulé où il n'y a pas ou peu de concurrence. Donc moi, je n'ai vu aucun pays contrôler ça correctement. Et je crains également que dans la mesure où le prix des médicaments est 2 ou 3 fois supérieur aux États-Unis et encore pire au Japon par rapport à l'Europe, j'ai peur que ça ait un effet sur les coûts en Europe également. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est un fait, je passe en français. Non seulement vous avez raison, mais les études coût-efficacité ne s'intéressent qu'au coût d'acquisition du produit et pas au coût de la maladie. C'est à l'intérieur d'un calcul global, prenant en compte le coût global du patient, que l'on peut réellement mesurer le bénéfice de l'adjonction d'une certaine molécule au régime thérapeutique du patient. Et ce qui est vrai d'une molécule est vrai d'un acte chirurgical, d'une séquence radiochimiothérapie, etc. Malheureusement, ces études, d'une part en vie réelle et d'autre part prenant en charge la globalité des ressources mobilisées, ne sont pas davantage faites aux États-Unis qu'en Europe. Ça commence tout juste à apparaître comme une impérieuse nécessité. Je parlais de l'ASCO
Ça a été dit par un certain nombre de participants, aussi bien américains qu'européens ou venant d'autres parties du monde développé, où la question se pose. Il est impératif que nos autorités discutent sur la base, non pas du coût d'acquisition de 20 mg d'une substance ou de 1 millilitre d'un soluté, mais sur quel est l'impact global sur le coût de ce patient pour le payeur de l'introduction de ce mode de prise en charge nouveau dans sa prise en charge globale. C'est-à-dire que si on n'a pas une vision réelle, soit sur le cycle en cours, soit sur le lifetime, le temps de vie global, eh bien encore une fois, on pilote plus ou moins à l'aveugle. Raisonner d'ailleurs, c'est ce qui justifie les nouvelles modalités que certains proposent de paiement pour ces produits, basées sur le résultat, à condition d'être sûr que le produit, par exemple, a été justement prescrit et justement administré ou pris. Parce qu'on ne peut pas culpabiliser l'industriel si le médicament a été prescrit en dehors de ses indications, soit officielles, soit légitimes, et encore moins s'il n'a pas été pris. Donc il y a d'autres méthodes aujourd'hui qui sont envisagées, basées sur le résultat, et disant on va payer pour une méthode globale de prise en charge. C'est très compliqué à faire, mais il faut aller vers ça. On m'a coupé mon micro. Autre commentaire, je suis d'accord avec vous. Vous avez fait différentes remarques s'agissant des différents coûts impliqués, notamment le fait de manquer des heures de travail, etc. Cependant, le coût de nombreux nouveaux produits pharmaceutiques ces dernières décennies dépasse de loin tous les autres coûts, surtout lorsque vous avez un médicament qui va coûter 500 000 $ par an et qui prolonge la vie de 3 mois, qui prolonge la longévité de 3 mois, et c'est la médiane. Donc vous imaginez, 500 000 $ pour 3 mois de vie supplémentaires. Donc c'est des arguments qui sont faciles à présenter. Oubliez les autres coûts. Prenez déjà ce coût d'acquisition. Déjà, c'est un véritable moteur. Alors, ce n'est pas vrai si le médicament coûte 10 000 €. Je pense que les coûts globaux doivent toujours être considérés parce qu'on a parfois des surprises. Ajouter les coûts de transport, les coûts de ceci et cela, c'est souvent des sommes colossales. Sans transport à 100 €, ça fait 10 000 €. Mais vous avez raison, il faut se poser la question, qu'est-ce que notre société admet comme réaliste et qu'est-ce que notre société aura du mal à supporter? Comment discuter avec les industriels sur le prix qu'ils pensent pouvoir ou devoir obtenir pour ces produits? C'est tout le débat des prochaines années. Très bien, je vous remercie. Je vous propose que vous continuiez à discuter ensuite. Merci beaucoup pour cette session.